puisqu'il y a longtemps qu'il sévit dans le polar ésotérique. Donc là, votre dernier livre, une enquête de Cavaignac et Karadec, le tome 5, qui peut être lu pour les lecteurs indépendamment des autres tomes de la série. Absolument. Alors, dans ce roman, vous mettez en scène Pierre Cavaignac et Marjolaine Karadec, couple d'archéologues qui, pour tenter d'enrayer un complot, se lancent sur la piste de Fénelon. Comment avez-vous eu l'idée de cette histoire? Pourquoi Fénelon? Alors, Fénelon, d'abord, je voulais travailler, et j'ai donc travaillé sur les Illuminati. Les Illuminati qui sont une invention de Dan Brown. En fait, aujourd'hui, il y a plein de sociétés d'Illuminati, il y a plein de gens qui s'en revendiquent. En fait, ça n'existe pas tel que Dan Brown a décrit dans Ange et Démon. Il a lancé cette idée, puis ça a fait florès. Maintenant, tout le monde se revendique Illuminati. Et j'ai voulu travailler sur l'origine, en fait, des Illuminati, qui sont les Illuminés, qui sont une tendance religieuse, catholique, qui apparaît au XVIIe siècle, avec des gens, effectivement, qui ont une vision un peu mystique de la religion et qui squeeze un petit peu l'église, ce qui fait qu'ils seront condamnés. Et un des chefs de file de cette pensée était Fénelon. Donc je lui ai dit, il faudrait faire un lien entre Dan Brown et Fénelon, ce qui n'est pas très évident, vous le reconnaîtrez. Et donc j'ai imaginé ce roman qui commence aux États-Unis, qui va se poursuivre après en France, là où Fénelon a vécu, c'est beaucoup en Périgord, en Quercy, puis après à Paris, à Versailles, bien sûr, à Cambrai. Et en même temps, on va suivre sur ces Illuminati complotistes autour de ceux qui sont un petit peu, dans un mouvement un petit peu néofasciste quand même, franchement néofasciste, qui essaie de découvrir un manuscrit qui pourrait redonner du pouvoir à leur mouvement, qui est un mouvement ultra-protestant, très fasciste, très antidémocratique. Et donc il a toute une quête dans l'histoire pour remonter sur les pistes de Fénelon, ce qui aurait dissimulé un document. Alors, vous passez de l'époque de Fénelon à nos jours tout au long du roman. Comment avez-vous travaillé cette alternance des chapitres entre l'époque contemporaine et l'époque historique? Alors là, il y a une donnée technique que j'utilise dans tous mes romans. Tous les thrillers sont construits sur la même base, c'est-à-dire qu'il y a toujours, on a 2 chapitres de nos jours. De nos jours, c'est souvent début 21e siècle, parce que comme je travaille beaucoup sur le nazisme, j'ai besoin d'avoir des nazis encore à peu près en état de marche. Là aujourd'hui, ils sont quand même à peu près décomposés. Donc on est souvent dans les années 2000, 2001, 2002, plutôt qu'en 2018. Et donc j'ai toujours 2 chapitres de nos jours, et 2 chapitres donc dans le passé, 2 chapitres début 21e siècle, 2 chapitres à l'époque de Fénelon, donc entre on va dire 1680 et sa mort en 1715. Justement, revenons un peu à Fénelon. Tout le récit repose sur 2 mots, Fénelon et Télémaque. Que vous a permis ce choix de focalisation sur Télémaque et Fénelon? Alors Télémaque, je m'en suis servi parce que j'utilise, bien sûr, pour montrer mon intrigue, j'utilise des livres codés. J'avais utilisé le Dracula de Bram Stoker dans mon thriller précédent, le Complot de l'Homme Doré, et là j'utilise le code Télémaque comme étant un livre codé. Ce qui est vrai. Généralement, j'essaie toujours de mêler le vrai du faux et de faire du faux avec du vrai. Ça, quand ça marche, c'est très bien. Le lecteur sait plus où il est, ça c'est le but du jeu. Je donne toujours les clés à la fin, je précise. À la fin, il y a un petit glossaire derrière. Mais dans le roman lui-même, il faut que le lecteur se perde un petit peu. Et là, effectivement, je pars de l'idée que Fénelon a codé son roman Télémaque, qu'il a écrit pour l'éducation du petit-fils de Louis XIV. Et c'est vrai, on sait qu'effectivement, à son époque, le livre a été condamné parce qu'il représentait Louis XIV, même de maintenant, sous des personnages anonymes, personnages mythiques. Et donc, il se moquait un petit peu de la cour, il dénonçait le pouvoir royal absolu, ce qu'il a fait vigoureusement, il a été puni pour cela d'ailleurs. Et donc effectivement, ce livre codé, j'imaginais que Fénelon mettait absolument toutes les données pour aller au-delà de ce premier codage, pour aller effectivement sur quelque chose qui était un complot monté contre Louis XIV et qu'il essayait de dénoncer tout en se protégeant, parce que sinon il risquait de se faire assassiner. Il est d'ailleurs mort dans des conditions assez bizarres. Donc à travers l'intrigue historique complexe, on s'attache très fort à Fénelon et on se rend compte que cet homme d'église redoutable était très intelligent. Est-ce que pour vous, ce livre, c'est une façon de permettre au lecteur de le découvrir ou redécouvrir? Oui, alors ça, moi j'aime bien faire redécouvrir les grands personnages. J'avais publié, la même année, j'ai publié un roman sur Montaigne, Le Chevalier du Soleil, c'est un roman historique, celui-là sur Montaigne, j'adore.
Et là, j'ai Fénelon, tout le monde connaît son nom, il y a des lycées Fénelon, collège Fénelon, école Fénelon partout, sauf que plus personne ne dit Fénelon aujourd'hui, c'est d'ailleurs assez difficile à lire, mais c'est un personnage qui a une pensée extrêmement intéressante et extrêmement ambiguë. Il est à la fois très très moderne, il est le premier à proposer l'école pour tous, par exemple, l'éducation des filles, il a écrit un livre qui s'appelle Traiter l'éducation des filles, il dit qu'il faut éduquer les filles, pas les laisser comme on faisait à la couture. Donc il a une vision assez moderne, il est assez proche de la Révolution anglaise en fait, où on a commencé à faire une monarchie constitutionnelle. Lui il dit qu'il faudrait réunir les états généraux en permanence, de manière à ce que le roi ne gouverne pas tout seul. Évidemment ça ne plaît pas beaucoup à Louis XIV, vous vous en doutez. Et donc c'est quelqu'un qui est assez moderne, et en même temps il a ce côté extrêmement mystique, où effectivement il tombe un petit peu sous la coupe d'un personnage très intéressant qui s'appelle Madame Guyon, donc qui a vraiment existé, qui est un des personnages de mon roman, qui est une sorte de prêtresse des illuminés, qui parle avec Dieu, qui est l'épouse de Jésus-Christ, et qui se comporte comme une vraie épouse. Enfin, elle est extrêmement ambiguë, et lui tombe un peu sous sa coupe, et il y a un rapport très très particulier. On ne sait pas très bien quelles ont été leurs relations, d'ailleurs là-dessus, je ne tranche pas, je laisse Marjolaine dire certaines choses, mais ça n'engage qu'elle, on va dire. Mais c'est vrai que ce personnage de Fénelon donc évolue entre un côté moderne, vraiment très très pré-lumière, c'est la précurseur des Lumières, et puis ce mysticisme un petit peu fou, un petit peu délirant, qui va donner naissance donc effectivement aux Illuminés, puis à l'idée des Illuminati chez l'Allemand. Donc on aura encore plein de choses à dire sur le code Télémaque. En résumé, pour vous donner envie de le lire, je vais dire une intrigue très dense et documentée, comme il est d'habitude avec vous, Jean-Luc Aubarbier. Merci. Merci à vous.